Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. C'est un réel plaisir de vous informer tout de suite les titres de l'actualité. On parle de la Société d'énergie et d'eau du Gabon quelques jours après la nomination d'Ousmane Cissé. Les syndicalistes de cette entreprise réclament déjà son départ. Et puis, Union africaine 1963-2023, précisément 60 ans déjà. Et puis rock'n'roll, triste nouvelle, Tina Turner, la star de ce genre musical, est décédée à l'âge de 83 ans. La base technique de la Société d'énergie et d'eau du Gabon a servi de cadre pour abriter l'Assemblée générale du syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité. À l'ordre du jour, nomination du nouveau directeur général Ousmane Cissé, situation de l'entreprise Les Impayés du FGIS, c'est le Fonds gabonais d'investissement stratégique et les impayés de l'État. Maya Medza pour le point. La nomination le lundi 22 mai 2023 d'Ousmane Cissé à la tête de la Société d'énergie et d'eau du Gabon n'est vraisemblablement pas du goût de nombreux Gabonais. Rappelez-vous, en 2018, lorsque le gouvernement réquisitionnait cette entreprise, nous étions à ses côtés parce qu'il fallait la ramener dans le giron national. Nous étions à ses côtés. Comment donc comprendre qu'on nous trahisse de cette manière? On n'a aucun problème contre les frères étrangers. Nous n'en avons aucun. Non, on n'en aura aucun. Ce n'est pas les frères étrangers qui se sont mis devant. C'est notre gouvernement qui a permis cela. On n'a aucun problème, ça il faut le dire. Nous ne sommes pas xénophobes, comme il l'a déjà dit. Nous sommes nationalistes. Autre fait saillant de ce mouvement se joue. En plus de ce point saillant, nous avons aussi la situation de l'entreprise, et notamment les impayés du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Vous le savez pourquoi? Parce que le nouveau directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon vient de cette entreprise qui accuse plusieurs impayés au sein de notre portefeuille. Il y a aussi les impayés de l'État. Créée en 1950, la Société d'énergie et d'eau du Gabon est aujourd'hui une entreprise riche de plus d'un demi-siècle d'histoire, au cours de laquelle de grands chantiers en eau et en électricité ont été réalisés. Et de ce fait, les employés de cette entité, à tort ou à raison, souhaitent la nationalisation de la SEG. Les voiries du Grand Libreville continuent de se dégrader, une situation qui constitue un véritable problème pour les populations. Il est très difficile pour elles de se rendre d'un point à un autre sans pour autant faire recours à une véritable gymnastique. Lorraine Biengue nous en dit un peu plus. La route du quartier Sotega, située dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, n'a toujours pas été réfectionnée jusqu'à ce jour, ce qui est un lourd handicap pour les habitants de la zone. Les taxis ont du mal à accéder à la route. À l'époque, on était sans goudron, mais c'était quand même assez plat. Il n'y avait pas de creux, il n'y avait pas tout ça là. À un moment donné, les Chinois ont mis le goudron, ils sont venus, ils ont versé le goudron, ça nous a beaucoup soulagés. Ça nous a vraiment beaucoup soulagés parce que pour prendre les taxis, c'était un peu facile. Même 1000 francs, tu arrives à la maison. Mais après, maintenant, ils sont venus creuser pour placer les tuyaux de la SEG, soit disant qu'on va avoir de l'eau parce qu'on a des coupures. En creusant, moi j'habite à 0 mètre, je suis à 0 mètre de la route, voilà chez moi là-bas. Donc depuis la maison, j'avais constaté que les machines soulevaient les morceaux de goudron. Je suis descendu demander au monsieur que, mais attendez, vous creusez pour mettre les tuyaux ou bien vous creusez, vous enlevez le goudron? Parce que nous, ici, on a beaucoup subi. Ils nous ont dit, on va remettre. Mais là, vous-même, vous voyez l'état de la route. Le matin, pour aller à l'école avec les enfants, c'est pas facile. On est obligé de mettre d'abord les babouches, et arriver jusqu'au pavé, rincer les pieds, remettre les chaussures aux enfants. C'est vraiment pas facile pour nous. Les habitants de ce quartier semblent plutôt s'adapter à cette situation embarrassante.
On est déjà habitué à l'état de la route qui est mauvaise au niveau de nos quartiers. Parce que, vous voyez, ce n'est pas luisant à voir. Et ça dure déjà depuis un moment. Ils sont venus un moment, ils ont essayé d'embellir un peu, de faire un peu du m'as-tu vu. Après un moment, ça se détériore et c'est comme vous voyez là. Et c'est désolant. Pour les habitants de Sotega, l'espoir de la construction de cette route n'existe plus. Les habitudes sont déjà insérées dans les comportements des gens qui dirigent ce pays. Les habitudes sont instaurées et ce n'est pas nous qui allons changer quelque chose. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Hein? C'est du tic au tac. On vient, on fait de la manière qu'on peut le faire et puis on se retrouve dans des situations comme ça. Le projet de réhabilitation des voiries du Grand Libreville, initié par le gouvernement, qui s'inscrit comme une solution à cette problématique, devrait toucher ce quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville. On parle à présent du VIH-Sida avec la seconde journée des travaux de validation du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida. Les ateliers sont à pied d'œuvre, chacun dans son panel d'activités. Dorcelia Pendi. Valable sur une période de 5 ans, le plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida est de nouveau sur la table. En effet, la lutte contre le VIH au Gabon est organisée à travers une approche multisectorielle et décentralisée qui implique l'apport et la participation des différents acteurs de la société. Pour le compte de la partie civile, il est question de... Oui, en tant que participant, plus spécialement dans le rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics de la Croix-Rouge, nous sommes engagés dans cette action en tant que composante communautaire. Notre rôle est d'apporter effectivement des axes, des activités qui correspondent justement aux besoins des communautés. C'est pour ça notre partenaire du gouvernement nous sollicite dans ce sens pour cette expertise. Au sortir de ces 3 jours, les panélistes devront se prêter à l'exercice de validation du PSN sur le plan VIH-Sida. Au sortir de là, vraiment, notre souhait est que nous sortons avec un document cohérent et que les communautés se ressentent dans ce qui a été fait. Donc, à mi-parcours de cette validation, je dis que les communautés sont assez représentées et que leurs besoins pris en compte. Après les propositions des différents groupes concernés et la valorisation en assemblée, le PSN va suivre son circuit au niveau des instances hiérarchiques du gouvernement pour être validé puis activé sur la période 2023-2027. Restons dans le cadre du VIH-Sida en parlant de la lutte contre le VIH-Sida, un combat mondial qui nécessite de connaître les populations les plus vulnérables, mais également d'avoir des outils de prévention ciblés et des outils de prévention connus. Regardons. Les travaux qui se tiennent sur 3 jours permettant aux experts de l'ONU, de l'OMS, les consultants nationaux et tous les autres parties prenantes d'aboutir au plan stratégique national de lutte contre le sida pour la période 2023-2027 continue son cours. Pour la seconde journée, place aux ateliers. C'est la suite du déroulement des activités de l'agenda après l'ouverture officielle hier. La journée est consacrée aux travaux en atelier et vous en avez 4 groupes thématiques. Chacune des activités a une particularité. Qui vont traiter respectivement de la prévention, du VIH-Sida et des comorbidités, à savoir la tuberculose, les hépatites et les IST. Vous avez un groupe qui va traiter de la prise en charge médicale, communautaire et psychosociale de ces maladies. Vous avez un groupe qui va traiter de la prévention, du soutien et de la protection face à la problématique de la discrimination, de la stigmatisation et du respect des droits des PVVIH. Et vous avez un 4e groupe qui va traiter de la gouvernance de la lutte sur le plan national. Révision qui tombe à point nommé et qui permettra de remettre en place de nouvelles activités pour les communautés vulnérables.
que sont les PVVIH après une année pas commode, notamment marquée par des ruptures périodiques d'ARV. Afin de parvenir à une validation de lutte contre le plan stratégique du VIH-Sida, 4 ateliers ont été organisés ce 25 mai 2023. La société civile prenait une part active à ces travaux. Dorcelia Pendi. Aujourd'hui, la problématique du VIH-Sida soulève une difficulté majeure, notamment la persistance des nouvelles infections sur le plan national, d'où la nécessité de répertorier les populations cibles, c'est-à-dire celles reconnues comme vulnérables. Qui sont les groupes les plus concernés? Vous avez des populations dites clés au sein desquelles il y a les professionnels du sexe, il y a les hommes ayant des rapports avec des autres hommes, il y a les utilisateurs de drogues injectables, et vous avez des populations dites celles qui sont privées de liberté, qui se retrouvent en milieu carcéral. Vous en avez aussi d'autres qui sont vulnérables. Ce sont les jeunes de 15-24 ans, ce sont les hommes et les femmes en uniforme, ce sont les travailleurs des mines, ce sont les camionneurs, ce sont les réfugiés, ce sont toutes ces populations qui bougent et qui peuvent à l'occasion avoir des contacts sexuels non protégés. Point essentiel afin de lutter efficacement contre cet ennemi commun. La prévention est une question sur laquelle s'apesantissent les acteurs de lutte contre cette pandémie, d'où la nécessité d'en cerner les axes clés. Les éléments clés sur lesquels va reposer cette prévention regardent 1. L'utilisation des préservatifs, regarde le niveau d'information de la population parce que aujourd'hui, tout le monde au Gabon a entendu parler du VIH. Mais dans la pratique, dans leur comportement, comment est-ce qu'ils font pour faire en sorte que cette maladie ne progresse plus au sein de la population? Il est vrai qu'aucune méthode ni approche de prévention unique ne peut stopper l'épidémie de VIH à elle-même. Mais marquer un véritable impact sur la lutte revient d'abord à prévenir efficacement. On parle à présent de politique avec le 2e congrès extraordinaire de l'Union nationale qui a servi de cadre ou de prétexte à la plateforme Alternance 2023 de réaffirmer son engagement pour l'alternance au Gabon. Pour ces hommes et femmes de l'opposition gabonaise, l'heure est au rassemblement et à l'unité. Alexandre Ba nous en dit un peu plus. Le 2e congrès extraordinaire de l'Union nationale dans la commune de Yem a été une occasion pour le mouvement de l'opposition gabonaise Alternance 2023 de réaffirmer ses ambitions lors de la prochaine élection. Pour ces hommes et femmes, la prochaine élection doit être un référendum. Ceux qui sont d'accord avec ce qui passe aujourd'hui doivent aller ou s'enrôler et voter le PDG. Ceux qui souffrent, qui ne sont pas contents, doivent s'enrôler et aller voter l'alternance 2023, n'est-ce pas? L'alternance 2023 prône ainsi un discours de paix et d'unité. Dans un contexte politique comme le nôtre, que nous n'ignorons pas, refusons d'être de ceux qui détruisent. L'unité au sein du parti, mais l'unité de tous ceux qui travaillent pour la recherche de l'alternance au sommet du pays. Cette messe politique a été donc une occasion d'invite à l'unité et à la cohésion. Et même pour saisir l'urgence et l'impérieuse nécessité du rassemblement, seul moyen qui permettra de vaincre le mal de notre pays et lancer les grands chantiers de sa reconstruction. Faut-il le rappeler, la plateforme Alternance 2023 dirigée par Paulette Missambo est bâtie autour de plusieurs formations et personnalités politiques de l'opposition gabonaise. Elle a vu le jour le 3 janvier 2023 à Libreville. Passons à présent à l'actualité hors de nos frontières en parlant de l'Union africaine 1963-2023. Cette institution a désormais 60 ans aujourd'hui, un anniversaire qui se fête dans un contexte très difficile avec les crises sanitaires, politiques et militaires à travers le Noir continent et au-delà. Regardons.
L'organisation africaine a aujourd'hui 60 ans. Cette organisation a été mise en place en 2002 dans le prolongement de l'organisation de l'Union africaine née des indépendances en 1960. Organisation intergouvernementale, elle rassemble aujourd'hui la totalité des 54 États africains depuis la réintégration du Maroc en 2017. Rappelons que l'OUA avait été créée par 32 États et qu'au fil du temps, l'organisation a vu les pays du continent s'arrimer à elle. Son 60e anniversaire invite un temps partagé de réflexion à travers le prisme de la rigueur scientifique. Terrorisme, changement anticonstitutionnel, conséquences de la pandémie de la COVID-19 et la crise russo-ukrainienne, autant de défis que les populations africaines affrontent avec résilience. Mai 1963, l'OUA avait vu le jour dans un contexte de premier coup d'État sanglant perpétué sur le continent. Moins d'une décennie d'euphorie à l'indépendance, plus de 20 ans à 30 ans de dictature, notamment militaire. L'on a cru qu'il suffisait de se débarrasser des dictatures pour éclore en démocratie. Erreur, les putschistes d'aujourd'hui tirent prétexte des fautes souvent réelles des politiciens mal préparés à la démocratie. Combien de candidats battus reconnaissent leur défaite et félicitent le vainqueur sans chercher à mettre le pays à feu et à sang? Combien de chefs d'État sortants admettent leur défaite et cèdent le pouvoir sans vouloir tricher? Les défis de l'heure imposent donc non seulement à l'UA mais aussi aux nations un changement de paradigme. Car dans une communauté des nations, des critères rigoureux d'appartenance restent de mise pour éviter que l'image de tous soit ternie par celle des brebis galeuses dont se servent comme alibi des putschistes et les autres aventuriers pour confisquer le pouvoir et enfoncer peu à peu les peuples et les nations. Les nouvelles sont globalement bonnes pour les économies africaines selon un rapport de la Banque africaine de développement sur les perspectives économiques en Afrique en 2023. La croissance économique dans le continent reste positive et s'établira à 4,1% entre 2023 et 2024. Maya Medza. Bonne nouvelle, le continent compte 5 pays qui ont réalisé la plus forte croissance économique dans le monde. La croissance est positive, mais elle n'est pas encore satisfaire les attentes des populations. Il faut une croissance de 10% pour que les populations ressentent les retombées positives de cette croissance. Pour poursuivre cette croissance, le président Chika Urama a exprimé la nécessité de transformer les matières premières de l'Afrique à l'intérieur du continent. La publication des perspectives économiques en Afrique 2023 intervient au moment où les pays africains sont confrontés à de multiples chocs, tels que les effets de la pandémie de Covid-19, les perturbations des chaînes et le resserrement des conditions financières mondiales. Tant que l'Afrique cesse d'avoir des mégawatts de discours au profit des actions concrètes, a souhaité le patron de la BAD. Les perspectives économiques en Afrique 2023 soulignent l'urgence d'accélérer l'action climatique et les transactions vertes pour stimuler le développement inclusif et durable du continent. Les nouvelles études de la banque basées sur les dernières contributions déterminées au niveau national CDN soumises par les pays africains estiment que le financement du secteur privé devra augmenter de 36% par an jusqu'en 2030 pour combler le déficit de financement climatique du continent évalué en moyenne à 213,4 milliards de dollars américains par an. Et puis en Afrique du Sud, le département de la santé de la province de Gauteng a déclaré une épidémie de choléra le week-end dernier à Hammanskraal, une région située à environ 50 km au nord de la capitale Pretoria, alors que le décès dû au choléra cette semaine sont passés à 15. De nombreux habitants accusent le gouvernement d'un manque d'eau potable pour la consommation et d'autres usages domestiques. Modeste Mazangoy pour la rédaction de TV+ Afrique. Cette famille en deuil est rassemblée dans le jardin d'un quartier de la région d'Hammanskraal, près de Pretoria. Un de leurs proches fait partie des 15 victimes de l'épidémie de choléra comptabilisée dans le pays. L'Afrique du Sud a enregistré son premier décès dû à la maladie en février. Le Mozambique et le Malawi voisins sont les pays du monde les plus gravement touchés cette année par le fléau, selon les Nations Unies. J'espère que la mort de mon cousin n'est pas vaine. J'espère qu'après que les gens verront que des gens sont morts,
il y aura des changements et que les gens seront tenus responsables de cette grande tragédie. Parce que c'est une tragédie, parce que ça n'avait pas à se passer comme ça. Michael Sidiki a souffert de diarrhée et de vomissements continus. Il s'est rapidement affaibli, n'ayant plus de force de marcher, de lever et même de dormir. Il est mort en 1 semaine. Le choléra est généralement causé par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminée par une bactérie est fortement en recrudescence sur le continent depuis 2021. 1 milliard de personnes dans 43 pays sont à risque, a alerté la semaine dernière les Nations Unies. L'épidémie mortelle est due au dysfonctionnement du traitement des eaux usées et un manque d'infrastructures et à la corruption des élus locaux, dénoncent les habitants. Depuis 2016, en vivant dans cet endroit, Kanana, nous avons des problèmes d'eau. Ils ont pu nous fournir des conduites d'eau, mais ces conduites d'eau ne sont pas bonnes, car l'eau qui en sort est marron. Nous leur demandons au moins de nettoyer l'eau ou de nous apporter des camions-citernes 3 fois par semaine. Tout ce que nous demandons, c'est d'avoir de l'eau propre. La municipalité de Pretoria, dont dépend Hammanskraal, a exhorté les habitants de ne pas boire l'eau de robinet, promettant l'arrivée des camions-citernes. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les problèmes d'eau à Hammanskraal. Mais beaucoup ne peuvent pas s'offrir ces précieuses bouteilles. Allons au Soudan pour parler de la crise. Malgré les annonces répétées de cessez-le-feu, les combats entre les 2 factions militaires qui ont éclaté à Khartoum le 15 avril dernier et qui se sont rapidement étendus à d'autres régions du Soudan continuent de se poursuivre. Regardons. Awaye Ibrahim Abakar et sa famille dormaient chez eux à Tandalti, dans la région occidentale de Darfour, au Soudan, lorsque les hommes armés sont entrés dans la maison. Son mari a été abattu et son fils Mamada touché par une balle perdue. Son mari est décédé plus tard des suites de ses blessures. Ce sont les combats qui m'ont emmené ici. Les miliciens sont entrés dans ma maison. Ils ont tué mon mari et blessé mon fils. J'ai aussi été torturée. Alors j'ai fui et je suis venue au Tchad. La mère de 4 enfants a fui à pied vers la frontière avec le Tchad, portant son fils blessé sur le dos. Ils m'ont frappé avec un bâton et jusqu'à présent, mon oreille gauche ne fonctionne pas. Donc je n'entends plus bien. J'ai fui à 23 h avec mon enfant blessé. Awaye et ses enfants font partie des plus de 90 000 réfugiés soudanais qui ont fui vers le Tchad voisin depuis les combats entre factions militaires rivales qui ont commencé à Khartoum le mois dernier et se sont propagés dans certaines parties du pays. Ils ont fui non seulement à cause de la guerre à Khartoum, mais aussi à cause de la crise intercommunautaire au sein de leur communauté à Tandalti. La peur d'être attaqués à cause de la guerre les a forcés à fuir, puis ils sont tous venus ici. Le HCR travaille avec le gouvernement tchadien et ses partenaires pour enregistrer les nouveaux arrivants et leur fournir une assistance vitale. Les réfugiés sont également transférés dans les camps de réfugiés existants, à environ 50 km de la frontière, où ils peuvent recevoir de l'aide et s'installer avant la prochaine saison des pluies. On parle à présent de rock and roll avec les hommages rendus à la star de rock, la reine du rock Tina Turner. Une pluie d'hommages après la mort de la reine du rock Tina Turner. Les hommes politiques, artistes mondialement connus et anonymes ont salué sa carrière hors norme. Modeste Mbazangoy de la rédaction de TV+ Afrique. Des roses sur les toiles de Tina Turner à Los Angeles aux États-Unis. Des fleurs déposées par des fans depuis l'annonce de la mort de la rockeuse noire dont la voix puissante et la présence imposante sur scène ont enthousiasmé le public du monde entier pendant de nombreuses décennies. J'ai grandi avec ses chansons. Elle a beaucoup compté pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'habite à proximité et lorsque je passais par ici, je regardais la maison et c'était toujours bon de savoir qu'elle vivait aussi ici.
Mais aujourd'hui, c'est un jour très triste parce que nous l'avons perdu. La diva décédée mercredi à l'âge de 83 ans, des fans retiennent entre autres son rôle dans l'éclosion des carrières des nombreux artistes afro. Parce que c'est la reine de toutes les femmes. J'aime Tina, je suis le voisin de Tina Turner et je suis sous le choc parce que je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. Outre des anonymes, des puissants du monde sont passés aussi à l'acte. Le président américain Joe Biden a rendu un hommage appuyé à un talent unique qui a changé la musique afro pour toujours. L'ex-président américain Barack Obama a aussi salué la reine du rock'n'roll, une étoile dont la lumière ne s'éteindra jamais. C'est la fin de cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Quant à moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien.